Bonjour et bienvenue dans ce podcast où je vais vous parler de parentalité en confiance, de multiculturalisme et d'harmonie en famille. Je suis Clémentine, praticienne en hypnose et en Reiki spécialisée dans la parentalité. Mon mari est tchèque, je suis française et on habite à Zurich depuis 11 ans avec nos 3 enfants. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, je vous invite à le faire en vous rendant sur mon site clementinepolisensky.com ou sur mon profil Instagram Clémentine Polisensky. Vous y serez informé de la sortie de tous les nouveaux épisodes de ce podcast et vous y trouverez des réflexions complémentaires sur l'éducation et sur nos challenges de parents, mais aussi des trucs et astuces pour vous sentir mieux au quotidien avec vos enfants. Merci d'être là et très belle écoute! Alors voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'école en Suisse parce que c'est quand même assez différent de ce qui se passe en France et puis de toute façon je pense que vraiment dans chaque pays a ses spécificités. Donc je me dis que ça peut être intéressant aussi de voir comment ça se passe ailleurs pour ceux qui ne sont pas dans le système. Et alors tout d'abord je voudrais clarifier que je vais vous parler de l'école à Zurich, en Suisse alémanique donc. Et c'est important parce qu'en fait, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la Suisse est un pays fédéral, il y a des cantons. Et chaque canton, qui correspond plus ou moins à une région, de plus ou moins grande taille d'ailleurs, a ses spécificités. Et notamment dans le domaine de l'éducation, ça peut être quand même vraiment très différent d'un canton à l'autre. Donc je voulais déjà préciser ça. Et ensuite, d'une école à l'autre aussi, d'une ville à l'autre, il y a encore aussi des disparités. Donc ce qui vaut pour notre école à nous ne vaut pas forcément pour toutes les écoles de Zurich et ne vaut pas forcément pour toutes les écoles du canton et encore moins pour toute la Suisse. Mais ça n'empêche, je trouve que c'est quand même vraiment intéressant de voir comment ça peut se passer ailleurs, quelle peut être l'approche différente qu'il peut y avoir de cette manière. Alors l'école, c'est à partir de quel âge ? C'est à partir de 4 ans révolus ici. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que les enfants aient atteint l'âge de 4 ans au moment où il y a la coupure qui est faite. Et c'est vraiment assez strict en fait. On aurait bien aimé mettre notre deuxième fils un petit peu en avance parce qu'il est vraiment à quelques semaines près à la limite. Et on le sentait prêt et vraiment non, la maîtresse a dit qu'il n'était pas encore prêt, qu'il ne pouvait pas être prêt. Et donc on a attendu encore 1 an. Donc il a commencé à l'école à 5 ans en fait. Comment on fait avant cet âge-là ? Il y a plusieurs solutions. Il y a la crèche, donc c'est un système qui ressemble assez à ce qu'on peut trouver dans d'autres pays, en fait, avec vraiment un accueil pour les tout petits. Notre crèche à nous, c'était à partir de 3 mois, je crois, jusqu'à l'entrée en maternelle, en fait. La maternelle qui s'appelle l'école enfantine ou le jardin d'enfants, en fonction des cantons, justement. Donc il y a cette option-là de la crèche où les enfants peuvent être accueillis tous les jours de la semaine. En fonction des crèches, il y a des horaires différents, mais généralement c'est toute la journée ou ça marche par demi-journée. Et c'est assez cher. C'est quand même vraiment différent de ce qui se passe en France, en fait, où c'est vraiment un budget. Même s'il y a un système de subvention à Zurich pour les gens qui, justement, n'ont pas trop les moyens, mais ça représente quand même un budget bien plus important qu'en France. Alors après la crèche, on a aussi ce qu'on appelle les mamans de jour. Donc ça, c'est l'équivalent un peu des assistantes maternelles. Donc l'enfant va dans une autre famille pour la journée, parfois avec un autre enfant ou d'autres enfants, parfois pas. Et puis il y a aussi la solution que choisissent encore pas mal de mamans en Suisse, qui est d'arrêter de travailler, au moins pour un moment, pour un temps qui est vraiment différent en fonction des personnes. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu, je dirais, dans la mentalité que ce qu'on peut voir en France, en fait. Pourtant, il n'y a pas d'aide. Le congé maternité, ça dure 16... Alors, je crois que c'est 14 semaines. Non, c'est 14 semaines légales, mais souvent, quand même, les entreprises proposent 16. J'ai déjà entendu 18 aussi. Enfin, bref. Donc, le minimum, c'est 14. Et c'est à prendre après, à partir de la naissance de l'enfant, en fait. Donc, il n'y a pas le système des semaines à prendre avant l'accouchement. Donc théoriquement, les femmes sont censées travailler jusqu'au dernier jour en Suisse. Mais du coup, le congé maternité est un peu plus long. Maintenant, il y a plein de gens qui se débrouillent, qui s'organisent pour rester plus longtemps, en fait. Tout simplement en économisant ou en réduisant ses dépenses ou son train de vie pendant quelques temps.
Alors j'avoue que j'ai pas les chiffres de qui fait quoi, combien de temps, quel est le pourcentage, etc. Mais en tout cas, je trouve qu'on entend en fait parfois comme une évidence, ah bah oui, bah non, bah c'est fini, maintenant je travaille plus, j'ai un enfant. Alors que c'est vraiment quelque chose qu'on n'entend pas du tout. Enfin, moi, j'ai jamais entendu ce genre de discours en France. Après, sans porter de jugement là-dessus, mais oui, c'est vraiment quelque chose que j'entendais pas, et là, c'est quelque chose qui se dit. Et puis aussi, ensuite, en fait, au-delà de ça, de l'idée soit de ne pas reprendre du tout, ou vraiment de faire une pause bébé, comme ils appellent, qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a aussi, quand même, que je trouve beaucoup plus répandu dans la société suisse, c'est le temps partiel. Il y a beaucoup de gens en temps partiel, justement parce que la crèche coûte très cher. Et en fait, il y a plein de familles pour lesquelles ça vaut pas le coup de payer la crèche parce que ça coûte un salaire, en fait, ou pas loin. En fonction de si vous avez 1, 2, 3 enfants, ça peut vraiment ne pas valoir le coup de mettre ses enfants à la crèche, en fait. Donc le compromis pour plein de gens, c'est aussi le temps partiel. D'ailleurs, c'est le compromis que nous, on a choisi aussi, et je vous en parlerai un peu plus en détail plus tard. Mais du coup, c'est vraiment courant quand on regarde les offres d'emploi de voir des postes à 40, 60, 80%. Oui, c'est vraiment répandu en fait. Donc voilà, mais je me suis dit que j'allais parler un petit peu plus de tout ça en détail justement dans un autre épisode pour pas que ce soit trop long et indigeste, et il y a déjà plein de belles choses à dire sur l'école en Suisse. Donc je voudrais revenir quand même un petit peu à ça. Donc la maternelle, comment ça se passe ici à Zurich? La première année, donc quand les enfants ont 4 ans, c'est seulement le matin. Nous, l'école, l'accueil se fait entre 8h et 8h30 et c'est jusqu'à 11h50. Donc à 11h50, on va chercher ses enfants. Donc ça passe vite, la matinée. Donc comment faire quand on travaille? Il y a un système de garderie qui a été mis en place, qui est plus ou moins bien développé en fonction là aussi même de chaque école. Mais quand même ici, généralement à Zurich, il y a une cantine, ce qui n'est pas le cas partout dans les villages autour d'ailleurs. Mais là, il y a une cantine, donc les enfants peuvent aller à la cantine et ensuite être gardés. Pour nous, c'est jusqu'à 18h. Donc ça aussi, c'est un service payant. Donc le repas est payant, mais ça c'est comme en France, et la garderie aussi. C'est quand même beaucoup moins cher que la crèche, mais ça reste quand même un budget aussi, quoi. Donc voilà, la deuxième année, on rajoute, si je me souviens bien, 2 demi-journées. Et quand on dit 2 demi-journées, l'après-midi, donc c'est 13h30 jusqu'à, je crois que c'est 14h50. Donc en fait, c'est vraiment la moitié de l'après-midi. Quand on travaille, généralement, la journée de travail n'est pas finie. Ou alors, justement, on s'organise quand on a un temps partiel pour travailler tous les jours, mais moins tard. Ou on travaille plus tard une journée, moins tard une autre. Enfin, Après, chacun s'organise comme il veut et comme il peut. Il y a plein de configurations possibles, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors l'école maternelle, moi j'ai trouvé que vraiment l'accent était mis sur les compétences sociales. Il y a encore beaucoup de jeux, les enfants jouent beaucoup, il n'y a pas tellement ces compétences académiques comme on peut voir, surtout en France en fait. Par exemple faire des cercles, faire des ponts, enfin vraiment les prémices de l'écriture, du graphisme et tout ça. Même reconnaître les lettres, j'ai l'impression que c'est vraiment pas la priorité, que déjà il s'agit d'intégrer les enfants dans le système scolaire. Il faut dire aussi qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont pas germanophones. C'est notre cas en fait, les garçons ne parlent pas allemand à la maison, on parle tchèque et français. Et il y a plein d'autres enfants qui sont dans ce cas-là, donc c'est déjà, si les enfants ne sont pas allés à la crèche avant, c'est déjà aussi une intégration, donc un travail de la langue, apprendre l'allemand. Et j'ai l'impression que l'accent est quand même pas mal mis là-dessus, sur l'autonomisation aussi des enfants. Leur apprendre à mettre leur manteau, leurs chaussures, leurs trucs comme ça, résoudre les conflits, ce genre de choses en fait. Il y a vraiment ce côté, on laisse un petit peu, j'ai pas envie de dire on laisse les enfants faire, parce qu'il y a quand même des moments cadrés où ils sont en cercle, ils chantent des chansons, etc. On apprend les jours de la semaine, et il y a un cadre qui est offert, mais il y a aussi encore beaucoup de place au jeu. Ça me semble plus flexible en fait, il y a moins d'attentes académiques, et puis il y a beaucoup plus en fait l'idée d'aller aussi dehors, d'être dehors, et que c'est comme ça qu'on apprend aussi. On se salit, on joue au sable, on grimpe aux arbres. Mes 2 filles ont vraiment la chance incroyable d'être allées dans une école, le deuxième y va toujours, mais dans une maternelle vraiment, qui n'est pas spécialement moderne dans son architecture, mais qui a vraiment un jardin que moi je trouve génial, avec plein d'arbres, avec des trampolines, avec des jeux vraiment où on grimpe, un bac à sable. Il n'y a pas énormément de jeux construits, de type aire de jeu,
Mais il y a une colline, il y a un endroit où on peut, voilà, comme ça descend, il y a une pente, les enfants roulent, il y a un toboggan, et il y a les arbres, et les enfants ont le droit de monter aux arbres. Alors jusqu'à une certaine hauteur, je pense qu'ils les laissent pas monter jusqu'en haut, et je pense que les enfants généralement quand même se sentent pas forcément de monter jusqu'en haut, parce qu'il y en a qui sont assez hauts. Mais il y a des branches basses par exemple, les branches ne sont pas coupées, comme moi j'ai connu quand j'étais petite, les platanes, les fameux platanes, je sais pas si vous les avez connus, les platanes dans la cour d'école, où de toute façon il n'y a pas de branche basse, il n'y a pas de branche basse et c'est impossible de monter. Bah là non, en fait c'est vraiment possible de monter, c'est autorisé, et je me souviens avoir discuté avec la maîtresse dans les premiers jours, et elle disait de toute façon, on peut pas tout voir. Donc, c'était dans le sens où l'idée n'était pas de surveiller chaque enfant à chaque instant, et que c'était ok en fait pour elle. Elle estimait que ça faisait pas partie de sa façon d'enseigner que d'avoir tout le monde à l'œil. Je sais pas si on peut dire de pas avoir tout le monde en sécurité, mais comment dire, elle tolérait une certaine prise de risque en fait, qu'elle estimait liée à l'apprentissage finalement. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété en fait. Donc voilà, mais c'est tellement de liberté aussi, et moi j'ai beaucoup aimé que ce soit comme ça en fait. C'est déjà arrivé que mon fils tombe d'un arbre, il s'est un peu écorché, mais c'était pas non plus dramatique. Mais oui, c'est ça aussi en fait quand on habite quelque part et qu'on accepte aussi la culture qui va avec. On a aussi, comment dire, des seuils de tolérance qui évoluent en fait. Donc moi, je laisse aussi mes enfants grimper aux arbres. Et pareil, je les laisserai pas monter trop haut, mais j'estime qu'ils ont suffisamment d'expérience, en fait, ils l'ont fait suffisamment souvent pour que ils sachent assez bien évaluer les risques pour pas se faire mal. Je touche du bois. Il n'y a jamais eu justement de grosses chutes, quelque chose qui se soit vraiment blessé, en fait. Finalement, la seule fois où mon fils s'est cassé le bras, c'était en courant, il a raté une marche de trottoir, quoi. Donc, voilà, on peut jamais savoir. Donc voilà, pas mal de flexibilité, je trouve. J'imagine qu'ils doivent avoir quand même une sorte de... comment dire, qu'il y a un programme, qu'il y a quand même des compétences que les enfants sont censés apprendre, mais c'est vraiment amené par le jeu et pas de manière très scolaire, en fait, quoi. On laisse encore pas mal de liberté aux enfants. Et puis par exemple, si j'avais fait un post Instagram là-dessus, s'il neige, les enfants peuvent tout à fait passer la matinée complète dehors. On laisse tomber, on va pas à l'intérieur. Ce matin-là, les enfants, ils avaient juste mis leur petit sac à goûter en haut, puis ils étaient tous redescendus et ils ont joué toute la matinée dehors. Quand il fait chaud, c'est pareil. On sort les tuyaux d'arrosage et puis matinée dehors, et puis voilà, avec des jeux d'eau, et puis voilà. Moi, j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît, parce que je trouve que les enfants sont quand même encore tellement petits à cet âge-là qu'ils ont déjà le droit de profiter un petit peu, et puis en plus que, je sais plus qu'est-ce qui disait ça, il faudrait que je retrouve la citation, que le jeu c'est la chose la plus sérieuse qu'un enfant puisse faire. Et ça, j'y crois vraiment, que les enfants ils apprennent aussi comme ça, ils ont l'air de jouer, on a l'impression qu'ils font rien d'utile avec nos yeux d'adultes, et puis finalement en fait c'est là qu'ils apprennent plein de choses. Ils apprennent l'entraide, ils apprennent à réagir avec les autres, à faire équipe, à se distancer par exemple si y a un jeu qui leur plaît pas. Il y a tellement d'occasions d'apprendre des choses, même aussi en motricité, du coup grimper aux arbres, courir dans le jardin, il y a vraiment plein de choses. Donc pour ça, moi j'en suis très contente. Après, toujours un petit peu en lien avec cette idée d'être dehors et que ce soit quand même assez confortable comme endroit, l'école, quelque chose dont j'avais pas du tout l'habitude en fait, moi, avec mon éducation de petite française du début des années 90, c'est que les enfants ont des pantoufles. Les enfants ont des pantoufles qu'ils gardent à l'école, qu'ils laissent à l'école, et donc ils arrivent et ils changent leurs chaussures, ils enlèvent les chaussures et puis ils mettent des petites pantoufles. C'est aussi l'occasion du coup d'avoir des grosses chaussures pour dehors quand il fait pas beau, des bottes, etc. Et puis de pas être embêté avec ça toute la journée à l'intérieur. Encore une fois, toute la journée en fait, non, déjà la matinée. Mais quand ils sont à l'intérieur en fait.
Il y a aussi un pantalon de pluie qui reste à l'école. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe dans notre école. Le pantalon de pluie reste là et je pense que mon fils le met presque à toutes les récréations. Puis j'en suis assez contente, ça m'évite de faire trop de lessive. Donc pantalon de pluie, vous savez, c'est quelque chose qui ressemble un peu à un ciré en fait, mais pantalon. Des fois, il y a aussi avec des bretelles pour que ça remonte un peu plus haut, façon pêcheur. Hyper pratique, quoi. Hyper pratique, on n'a pas peur de l'abîmer, de le salir, ce truc-là. Il est fait pour ça. Comme ça, on l'enfile avant d'aller dehors et hop, voilà, quoi. Quand il fait plus froid, il y a aussi les affaires de ski. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il n'y avait tellement pas quand moi j'étais petite. Et j'ai cru comprendre, encore aujourd'hui, ça se faisait pas forcément dans les écoles françaises. Et puis je trouve ça super aussi, je me demande un peu comment font les autres. Alors est-ce qu'ils sortent pas? Est-ce qu'ils sortent pas longtemps? Est-ce qu'ils ont froid et tant pis? Je sais pas trop. Mais là, ouais, vraiment, il y a les chaussures de neige, les affaires de ski, les bonnets, les moufles, tout le monde a... J'ai envie de dire, tout le monde a un super équipement. On pourrait penser, avoir l'objection que c'est un truc de riche, mais en fait, on a vraiment une école, nous, qui est très mélangée, avec vraiment des familles peut-être un peu moins favorisées. Et tout le monde a quand même, en fait. Tous les équipements qui sont là, c'est acheté. C'est une évidence, ça fait partie de ce qu'il faut avoir dans la garde-robe, c'est pas une option. Et c'est accepté, en fait, qu'il y a cette dépense à faire. Alors, il y a toujours, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de solutions, là encore, justement, quand on a un petit budget. Il y a vraiment tout un système d'occasion pour les enfants. Il y a des magasins où on peut acheter des vêtements d'occasion, il y a beaucoup de marchés aux puces pour les enfants. Ça nous est déjà arrivé vraiment d'acheter des équipements vraiment, pantalons de ski, vestes de ski, qui coûtent neuf vraiment cher, bien dans les 150 francs ou quelque chose comme ça, qu'on a déjà eu pour 5 ou 10 francs, et vraiment en bon état. Donc vraiment les gens, en fait, c'est quasiment un don, j'ai envie de dire, et c'est possible de trouver vraiment pas cher des affaires encore en très très bon état, quoi. Ouais, je sais pas, c'est vraiment entrer dans la culture, même pour les gens qui ne sont pas originaires de cette culture, et je m'inclus là-dedans, en fait. Et c'est bizarre de ne pas avoir cet équipement. Enfin voilà, donc je trouve que c'est quelque chose de très intéressant en fait de voir aussi où est le curseur de la normalité et qu'il peut vraiment changer d'un endroit à l'autre et que c'est pas forcément parce que la Suisse est un pays riche et on a les moyens. Je pense que c'est vraiment, ça va au-delà de ça. Je pense que c'est plutôt la valeur nature extérieure qui prend le pas. Après c'est peut-être mon impression, mon interprétation à moi aussi. Mais voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Et voilà, que vous dire encore? Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de personnel, que les classes sont petites, qu'il y a beaucoup de gens pour s'occuper des enfants. Là, dans la classe de mon deuxième, ils sont tout le temps 3. Il y a la maîtresse, et il y a 2 personnes qui aident et qui sont là tout le temps. Donc, pour une vingtaine d'enfants, il y a toujours 3 adultes. Là aussi, je trouve ça bien, en fait, parce que franchement, je pense qu'on n'est pas de trop. Je pense qu'ils ne sont pas de trop. Je pense que toutes celles et ceux parmi vous qui ont des enfants, ils peuvent se dire que déjà avec 2-3, on est bien occupé. Donc franchement, une vingtaine, des fois ça doit pas être facile à gérer seul. Et c'est vrai que c'est bien de se dire qu'ils sont plusieurs pour ça en fait, quoi. Moi je trouve ça rassurant aussi pour la santé mentale de tout le monde. Donc je trouve ça très bien. Après je sais pas comment c'est non plus dans les autres écoles. Après quelque chose qui est aussi beaucoup thématisé à l'école, c'est le fait d'aller tout seul à l'école. Ça, c'est un gros thème, d'y aller tout seul et d'y aller à pied. Ça, c'est vraiment encouragé que les enfants aillent à pied, qu'ils ne soient pas déposés en voiture. Parce que, encore une fois, ils pensent que c'est bien de faire un petit peu d'exercice, et je suis d'accord avec ça. Et puis, c'est aussi l'occasion de se faire des copains sur le chemin, et de discuter, et de créer du lien comme ça aussi, en fait. Aussi créer du lien dans le quartier. Et puis, il y a aussi beaucoup cette notion de responsabilisation. Responsabiliser l'enfant, l'autonomiser, lui montrer qu'il est capable, lui faire confiance. Ça, c'est vraiment une valeur hyper forte ici. Ouais, je trouve que ça se traduit un peu partout dans la société, en fait, qu'il n'y a pas vraiment d'interdiction formelle, que vraiment il y a beaucoup de choses. C'est tu es fortement invité à, ce serait vraiment bien si, mais c'est toi qui vois. Il y a un peu l'idée du gendarme à l'intérieur, en fait. Alors ça fait quand même des gens très, très disciplinés, parce que finalement le gendarme il est quand même là,
et c'est presque plus efficace, j'ai envie de dire. Vraiment, la règle en Suisse alémanique, c'est quand même tout un truc. Ouais, c'est vraiment une autre mentalité, en fait. Pas vraiment cette idée où je fais, tant que ça m'est autorisé, je le fais, et si c'est interdit, alors j'ai pas le droit de le faire. C'est plutôt vraiment... j'essaye de voir à l'intérieur ce qui est juste, et j'essaye de faire ce qui est juste en fonction de moi, de mon éducation, de mes valeurs, du respect des autres, etc., quoi, en fait. Tu es mis face à tes responsabilités et à ta conscience, en fait. Et ça se traduit aussi par l'idée, justement, voilà, par le fait d'aller à l'école tout seul. Alors les enfants sont capables, c'est vrai. Enfin, moi, je vois mes deux fils sont capables, ont rapidement connu le chemin pour y aller. Pour nous, en fait, nous, on est vraiment à la limite de... On est ceux qui habitent le plus loin de l'école, en fait. Et je trouve que c'est quand même encore loin pour qu'ils y aillent tout seuls. Enfin, maintenant, le grand, il va tout seul. Mais le petit, je l'accompagne encore. Et le grand, je l'ai accompagné quand même assez longtemps. Parce que je trouvais que c'était trop loin. Et puis, il y en a un qui est plus... qui était plus dans... comment dire, qui aurait eu plus tendance peut-être à se laisser distraire, à pas forcément arriver à l'heure parce que il y a un caillou ici, c'est joli ce truc, je vais voir par ici, je vais voir par là. Et l'autre, je pense sincèrement qu'il est capable, je m'inquiète pas pour lui, ses capacités à y aller, etc. C'est plutôt mes peurs à moi que je dois aussi un petit peu gérer, plutôt là les dangers extérieurs. Avant de le laisser aussi, mais je pense que je le laisserai aussi à un moment bientôt y aller tout seul parce qu'il est capable, il se sent capable, il y a d'autres enfants qui le font aussi autour. Alors je sais qu'il y a des endroits où vraiment l'école, la maîtresse oblige, force, insiste très lourdement pour que l'enfant vienne tout seul. La nôtre est quand même beaucoup plus souple avec ça. Il n'y a pas de souci ou quoi que ce soit. Maintenant, on monte plus dans l'école. Au début, les premières semaines, les parents montaient, aidaient les enfants à se déshabiller, etc. C'était un peu la transition. Et puis là, maintenant, on a passé un cap, les enfants sont capables, ils savent ce qu'ils ont à faire, et du coup, maintenant, les parents restent à l'extérieur. Et j'ai trouvé que c'était aussi une belle façon, une belle transition finalement. En fait, ça a été progressif et assez doux. D'ailleurs, je trouve que la maîtresse qu'a mon fils et qu'a eu aussi mon autre fils, c'est vraiment... je la trouve super dans son approche, en fait. Je la trouve douce avec les enfants, compréhensive, bienveillante. Mais c'est quand même elle qui mène la barque, en fait. Et je trouve que c'est vraiment un exercice d'équilibriste qu'elle maîtrise bien. J'adore et je lui donne mes enfants en toute confiance. Parce que je trouve que c'est vraiment le bon compromis, en fait, où elle est là, elle est à l'écoute des besoins des enfants, elle voit ce dont ils ont besoin, comment ils sont, sans pour autant se laisser déborder, en fait. Il y a quand même de la structure dans sa classe, il y a des fois où ça doit être comme ça et c'est pas autrement, mais c'est accompagné d'une manière, moi, que je trouve super humaine. Donc j'adore, et je suis exigeante. Ça me fait penser à autre chose que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'en fait l'enfant et son parent découvrent la classe et la maîtresse avant les grandes vacances en fait. On reçoit un petit papier qui nous dit où l'enfant va aller et il y a un rendez-vous qui est donné. Alors ça, encore une fois, c'est vrai que c'est pas tellement fait pour que ça arrange les parents, ça va être genre rendez-vous lundi à 10h30. En fin d'année, donc fin du mois de juin, début du mois de juillet. Et donc le parent et son enfant peuvent aller voir la classe, découvrir la maîtresse. Et je trouve ça super parce que surtout avant l'entrée à l'école pour la première fois, c'est quand même nouveau pour les petits et je trouve que ça permet du coup de découvrir en douceur avec le parent qui vient à l'intérieur de la classe, qui reste là tout le temps. Ça dure, je crois que ça dure 1 heure à peu près cet accueil. Hein. Ils savent à quel endroit ça va être, à quoi ça va ressembler. Ça veut dire qu'après, pendant tout l'été, les parents peuvent en parler. Tu te souviens comment c'était, tu te rappelles, dans autant de temps, on va aller là, tu vas aller à cet endroit-là, ça va être comme ci, ça va être comme ça. T'as vu, la maîtresse, elle avait l'air gentille. Et du coup, il y a tout un travail qui peut être fait à ce moment-là, qui adoucit carrément la rentrée, quoi. En fait, il y a très peu d'enfants que j'ai vu pleurer le jour de la rentrée. Il y en a eu un, il y a eu un deuxième qui était quand même un petit peu pas rassuré visiblement, puis le reste, ça allait quand même, quoi. Parce que là aussi, le jour de la rentrée, le parent vient aussi, il monte aussi dans la classe, et je crois qu'on a passé à peu près 1 demi-heure. Alors il y avait les enfants en cercle, les parents qui étaient un petit peu derrière, un peu plus loin,
Et puis la maîtresse se présente, fait quelques chansons, des jeux, etc. Puis après, il y a eu un petit cérémonial où chaque parent a reçu une rose et c'était le moment pour lui de partir. Je suis même émue d'en parler parce qu'en fait, je trouve ça super. Et je pense à tous ces enfants qui ont pas cette chance-là, qui sont limite arrachés des bras de leurs parents pour le jour de la rentrée le matin. Et je trouve ça terrible en fait. Donc je suis contente que ça se soit passé autrement pour mes enfants. Et c'est aussi exactement pour ça que j'en parle, pour montrer que c'est possible et que ça peut bien se passer et que des fois ça tient à pas grand-chose en fait de changer beaucoup, de changer l'expérience des enfants et les premiers jours d'école, qu'on s'en souvienne ou qu'on s'en souvienne pas, ça a un impact quand même sur le développement de l'enfant, sur la façon dont il va voir les choses, il va percevoir cet endroit, est-ce qu'il va vouloir y retourner, est-ce que ça va lui donner confiance, il y a un gros enjeu je trouve quand même là-dessus, donc je trouve que c'est vraiment important. Après, comme je disais aussi, les Suisses sont quand même hyper nature, je trouve. C'est important pour eux de sortir, de s'aérer. Le week-end, ils vont à la montagne ou alors ils vont en forêt. Quand il fait beau, ils vont faire un feu et ils vont faire des grillades, que ce soit en forêt ou sur des places de grillades, pas organisées, mais aménagées en fait, ou au moins se promener. Enfin, c'est vraiment quelque chose dont la culture est vraiment très imprégnée en fait. Et puis, une fois par mois, les enfants vont en forêt. C'est vraiment la matinée en forêt. Là aussi, il y a un feu. La maîtresse fait un feu. La maîtresse sait faire du feu. Alors, c'est pas à chaque fois, mais quand même souvent. Il y a le feu. Souvent, il y a toujours un goûter. Tous les matins, il y a un petit goûter. Et donc ils prennent leur goûter, leur petite gourde, et puis en fonction du programme, il peut y avoir... là récemment, ils ont fait une soupe. Enfin, je pense que la maîtresse a fait une soupe, il y a peut-être des enfants qui ont aidé, et il y a une soupe qui a été chauffée et mangée autour du feu, et sur le feu. C'est déjà arrivé, mes enfants m'ont dit « Ah, on a fait du popcorn ». Une fois, une fondue au chocolat, il y a eu. Moi, ils s'embêtent pas, c'est sympa. Et puis sinon, il y a les classiques, justement les grillades avec la saucisse, le Schlangenbrot, je sais même pas comment ça s'appelle en français. C'est, on prend un bout de pâte à pizza qu'on enroule autour d'un bâton et on fait chauffer au-dessus des flammes. Et c'est super, les enfants adorent. Donc il y a ça, ils font des jeux, encore une fois, ils passent la matinée dehors en fait. Donc pantalon de pluie ou pantalon de ski, moufle, bonnet, etc. Enfin, ça c'est... On n'y coupe pas, quoi. Et je trouve ça aussi super. Il y a des gens qui pourront trouver ça intense parfois. Là, récemment, c'était mon aîné, donc il a 8 ans maintenant, il est en 3e classe, ce qui est l'équivalent du CE2. La fois dernière, il me disait, oui, on a... je suis désolée, les mots ne me viennent pas en français, parce qu'il me l'a pas... Enfin, ce mot-là, il me l'a pas dit en français non plus. On a taillé, en fait, taillé du bois avec un couteau suisse. Et donc la maîtresse arrive avec une quinzaine de couteaux suisses, et les enfants s'entraînent à tailler un bout de bois avec le couteau suisse. Oui, c'est possible. Après, je pense qu'ils seront aussi plusieurs. Il n'y a pas la maîtresse qui va toute seule, donc c'est toujours sous surveillance. Et il y a encore cette idée du risque maîtrisé, qu'il faut accepter qu'il y a un risque minimum pour que les enfants apprennent à utiliser les choses en toute sécurité. Ouais, je pense que c'est quelque chose... je sais pas à quel point c'est courant en France, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. De ce que je connais, de l'atmosphère, de l'ambiance, de comment on fait pour avoir une autorisation pour faire quelque chose à l'extérieur. Avec une classe, j'imagine que c'est pas forcément évident pour des enseignants français d'emmener leur classe avec une quinzaine de couteaux suisses en forêt. Mais comme quoi c'est possible, et ça marche, et les enfants en ressortent vivants. Et j'ai l'impression que les enseignants aussi, en fait, ils en ressortent pas complètement vidés ou sous le choc, quoi. Moi, les maîtresses me donnent l'impression de maîtriser la situation. Donc voilà. Il existe aussi des écoles qui se passent tout le temps, qui se font vraiment complètement en forêt. Ça, je pense que c'est quand même beaucoup plus rare que vraiment toute l'année, en fait, les enfants soient dehors. Je sais que ça existe, mais que c'est rare. Et je crois pas que ce soit l'école publique. Ça, en tout cas, de ce que j'ai entendu, c'était vraiment avec des financements
privée, etc. Et c'était d'ailleurs pas donné non plus. Par contre, ça me fait penser qu'il y a aussi ce qu'on appelle des groupes de jeux avant l'entrée en maternelle, avant que les enfants aient 4 ans, parce que c'est aussi, les groupes de jeux, c'est aussi une façon d'occuper les enfants, de faire sortir un peu tout le monde de la maison, de commencer, le lien social. Et souvent, on peut inscrire son enfant pour une matinée, une après-midi, souvent c'est 2-3 heures, et en fonction des différentes thématiques. Donc nous, on a inscrit nos enfants à l'époque groupe de jeux francophones, puisque l'école, ils vont à l'école suisse, donc ils parlent suisse-allemand à l'école. Et moi, je parle français et ils n'avaient pas vraiment besoin, c'était pas par nécessité pour qu'ils apprennent la langue, mais c'était aussi pour qu'ils entendent quelqu'un d'autre, pour qu'ils entendent peut-être d'autres chansons que celles que moi je chante, puis pour être avec d'autres enfants francophones. On a fait aussi le club tchèque, donc la même chose mais version tchèque, qui était aussi super bien fait en fait, donc les enfants adoraient y aller. Mais ça peut être autre chose aussi, ça peut être tout simplement motricité, ça peut être n'importe quelle langue du coup, ça peut être dessin, c'est vraiment, il y a beaucoup d'offres à Zurich en fait. Nous on voulait pas en faire trop, parce qu'on voulait pas que les enfants se retrouvent avec un emploi du temps de ministre. Donc il y avait 1 ou éventuellement maximum 2 groupes de jeux par semaine. Et nous on mettait les enfants à la crèche 2 fois par semaine. Et on trouvait que c'était déjà suffisant. Mais c'est possible donc d'emmener ses enfants, et y compris donc pour une matinée en forêt, sous forme de groupe de jeux. Donc par exemple, je sais pas, tous les jeudis matins, c'est forêt, avec des jeux en forêt, quoi. Donc voilà, c'est l'avantage aussi qui est d'une grande ville en fait, qui est aussi surtout ces groupes de jeux dans différentes langues. J'imagine que c'est pas comme ça partout. Enfin, faut qu'il y ait suffisamment de gens qui parlent la langue pour qu'il y ait un groupe de jeux qui puisse être organisé, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est notre chance qu'il y ait cette offre. Pour en revenir à l'école publique, moi, je suis vraiment contente que mes enfants aillent là-bas, en fait. Ça leur apprend à être dans une structure, à vivre en communauté, une communauté plus grande que la famille, avec des contraintes qui sont différentes de celles de la maison, sans être non plus à fond dans la performance comme ça peut être le cas parfois ailleurs, quoi. Il n'y a pas d'évaluation, en tout cas pas de lettres, de couleurs, rien en maternelle. Il y a une évaluation, alors, verbale, c'est pas vraiment le mot, mais évidemment la maîtresse a un avis sur l'enfant et ses compétences, mais c'est pas noté, quoi. Il n'y a pas de stress sur les apprentissages en fait. Il y a juste vraiment on évalue est-ce que cet enfant est capable d'aller maintenant en primaire ou pas. Alors ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi très différent en fait de la France, parce que c'est très courant en fait de retarder l'entrée en primaire, en fait que les enfants fassent 3 ans de maternelle, donc les 2 ans normaux, et puis de faire redoubler donc la dernière année, pour que l'enfant soit plus prêt, pour que l'enfant ait le temps de se développer, de grandir un peu plus. Et il y a vraiment cette idée qui existe aussi en République tchèque d'ailleurs, qui est beaucoup plus répandue qu'en France, tout comme pour les pantoufles d'ailleurs, que justement en fait permettre à cet enfant de rester un peu plus dans une petite classe, de redoubler, de prendre son temps d'une certaine manière, ça va lui permettre de mieux réussir plus tard en fait. Donc j'ai vraiment vu autour de moi plein de gens qui avaient plutôt envie que ça n'arrive pas trop vite, plutôt que l'inverse. Moi, de mon expérience en France, c'était plutôt l'inverse, en fait, où il fallait surtout pas redoubler, il faut surtout pas faire redoubler les enfants, que c'est, je sais pas, il y a peut-être un peu cette peur d'être plus vieux, d'être en retard toujours, alors que là, c'est vraiment l'inverse, on préfère attendre pour donner toutes les chances de réussir, en fait. Être trop jeune, c'est pas du tout vu comme un avantage. Donc je trouvais que c'était aussi intéressant comme point de vue. J'ai encore parfois un peu de mal à m'y faire complètement, mais c'est intéressant de voir que c'est aussi possible de penser comme ça, et que en fait les gens préfèrent, si on schématise, en fait, que les enfants redoublent une petite classe plutôt qu'une grande en fait. Donc voilà, tout ça c'était un petit peu sur tout ce qui était maternelle et les premières années. Et puis après, donc, c'est l'école primaire à peu près au même âge en fait qu'en France. Moi j'ai bien aimé aussi que ce soit finalement, un peu comme je disais avant, que c'était quand même progressif et qu'on mettait pas trop la pression au départ sur les apprentissages, sur les performances académiques en fait, quoi. La maîtresse
Je pense honnêtement qu'on a vraiment de la chance avec la maîtresse aussi, qui est quand même une maîtresse qui est à l'écoute des enfants, qui arrive à voir leur singularité et à s'adapter vraiment à chacun d'eux. J'ai eu l'occasion d'aller quelquefois observer dans la classe, puis de discuter avec elle dans des réunions et ce genre de choses. Et vraiment, j'ai eu l'impression que c'était progressif, même s'il y a quand même eu des sortes de petits, des petits pics par moment. La première classe, j'ai trouvé que c'était vraiment très soft. Pas vraiment d'attente sur la lecture, l'écriture, etc. Moi, j'étais même un peu surprise, vu comment moi j'ai appris à lire et à écrire. Donc, il y a eu des fois où je me suis dit, ah tiens, ça va peut-être pas suffire. Et c'est vrai que j'ai commencé à lire avec mon enfant tous les soirs un peu, en allemand du coup. Et je pense que ça a vraiment été important. Je sais pas trop où on en serait aujourd'hui si j'avais pas fait ça quand même. Même si c'est une école sans devoir officiellement, là je me dis, si on n'avait pas fait ça, ça aurait peut-être été compliqué quand même pour mon fils. Donc il y a eu ce soutien que moi j'ai trouvé vraiment important et on a vu des progrès rapidement, mais on continue encore de lire tous les soirs. Mais bon, après ça, je pense que c'est aussi normal, en particulier pour la lecture. Et je pense que c'est bien pour un tas de raisons que je pourrais peut-être expliquer plus tard. Mais donc voilà, d'un côté, en fait, peut-être presque pas assez de. Après, maintenant, j'ai du mal à. J'étais pas en classe et. Disons que j'ai trouvé qu'il y avait quand même une grosse différence entre la première et la deuxième classe. C'est en deuxième classe qu'il a commencé à y avoir un peu des évaluations avec des couleurs et des attentes qui m'ont semblé quand même vraiment très différentes d'un moment à l'autre. Et nous, en tant que parents, on n'a pas compris non plus tout de suite, en fait, que ça avait changé, qu'il y avait quelque chose qui avait changé et qu'on passait à la vitesse supérieure. Et ça a créé peut-être quelques incompréhensions et difficultés qui sont dépassées aujourd'hui, mais quand même, je trouve que c'est la façon dont la classe est structurée, tout ce qu'il y a à disposition, la façon dont la maîtresse présente les choses. Les enfants, en fait, ils sont peu en groupe complet, de toute façon. La classe, je ne sais pas exactement combien d'enfants il y a dedans, mais il n'y en a pas tant que ça, je pense que ça doit être une vingtaine. Et ils sont quand même souvent en petits groupes, et de ce que je comprends, ils sont rarement seuls avec la maîtresse. Ça arrive quand même assez souvent qu'il y ait 2 personnes. Donc vraiment quand même bien encadré. Il y a des petits ateliers, les enfants peuvent bouger dans la classe, ils sont pas... Pardon, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Ils restent pas assis toute la matinée, loin de là, quoi, en fait. Donc la maîtresse explique quelque chose, par exemple, et puis après, chacun se met en petit groupe, ou alors travaille seul avec une fiche. Et il y a un petit système de tampons où chacun doit avoir fait tel type d'exercice, et il peut choisir l'exercice au sein du type d'exercice. Donc il y a des petits systèmes de boîtes avec des symboles, et l'enfant peut choisir l'exercice qu'il veut à l'intérieur de ça, en fait. Donc il y a quand même une autonomie et un choix à l'intérieur d'un cadre. Puis c'est super ludique. Moi, je me souviens être allée une fois, et puis il fallait apprendre c'était des mathématiques, mais qui utilisaient un système de cadenas à ouvrir, avec des chiffres, du coup, qui étaient écrits au marqueur sur les cadenas. Et quand on trouvait la bonne réponse, on arrivait à ouvrir le cadenas, en fait. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super que ce soit aussi ludique et qu'on puisse bouger. Mon fils m'a déjà dit, des fois, je travaille en dessous du bureau de la maîtresse et ça va, et c'est bon. Et puis des fois, j'en ai déjà vu aussi qui étaient un peu allongés par terre en train de faire leurs exercices. Et je sais que c'est des enfants qui réussissent, qui arrivent bien à faire les exercices et qui sont doués dans ce qu'ils font. Donc ça se passe bien. Et là encore, en fait, il y a une structure, il y a des contraintes, mais ça respecte quand même la nature de l'enfant, qui est de bouger, et puis d'apprendre, pour certains enfants qui sont plus kinesthésiques, d'apprendre en bougeant finalement. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment super. Et donc, une fois qu'ils ont fait ces exercices, leur liste d'exercices, ils vont au bureau voir la maîtresse, et puis elle corrige avec eux. Donc, il y a aussi un moment individuel où la maîtresse, elle réexplique s'il faut, et ce genre de choses, en fait. Donc, mais c'est agréable de voir ça, quoi, en fait. Là encore, je veux pas donner l'impression qu'il y a pas de, qu'il y a pas de règles, ou que c'est la foire, ou je sais pas quoi. C'était étonnamment calme, en fait. Il y a eu, ce que j'avais vu, il y avait eu un petit moment en cercle, avec des questions, des explications. C'est pas du tout qu'il y a pas de respect, au contraire, quoi. Mais on apprend ensemble. Ouais, la maîtresse reprend quand il y a besoin, elle reprend un comportement, mais c'est toujours avec bienveillance, en fait, quoi. Donc j'étais très admirative finalement de voir comment ça se passait.
Même si, évidemment, tout n'est pas parfait. Il y a des moments où il y a des choses, j'aimerais bien que ça se passe différemment quand même. Mais quand même, je trouve que c'est suffisamment stimulant et encourageant pour que les enfants aient envie d'aller à l'école, en fait, quoi. Après, pour ce système de... je repense à la garderie, parce que là aussi, en fait, pour en avoir discuté avec une maman qui avait été très surprise, il y a beaucoup de matériel à la garderie qui est à disposition. Il y a ce qu'ils appellent les Cobras. Alors je sais même pas si c'est une marque ou pourquoi ils appellent ça comme ça, je suppose. C'est des sortes de petits véhicules où c'est un peu comme des locomotives pour enfants, mais pour les plus grands en fait. Et ils jouent avec ça, il y a plein de ballons, il y a des perles qu'on peut repasser, là je sais pas si vous voyez. Il y a des petits motifs à faire et ensuite hop on repasse. Il y a plein de livres, des jeux de société. Il y a même donc ce qu'on appelle la Shanti Oase, et donc l'Oasis Shanti, ce truc incroyable. Quand mon fils m'a raconté, je me suis dit, ah vraiment, enfin les choses évoluent, c'est vraiment super. Donc c'est un espace, c'est un endroit où les enfants peuvent aller le midi, avant ou après manger, et quand c'est la garderie donc. Et ça ressemble à c'est des alvéoles, un peu imaginé comme des alvéoles dans une ruche. Et les enfants peuvent se mettre dedans, grimper, s'allonger, et puis fermer plus ou moins devant, et donc vraiment s'isoler en fait, pour se reposer, pour se calmer s'ils sont énervés. Et je trouve ça super en fait, que ce soit là, que ça existe, et qu'il y ait une possibilité en fait pour un enfant de se retirer quand il en a besoin en fait, quoi. Et qu'il y a un espace qui a été créé pour ça, soigné et qui est super joli, engageant, agréable. Voilà, je pense par exemple aux hypersensibles, j'imagine que ça doit changer la vie de ces enfants-là, d'avoir cet endroit où ils peuvent aller se réfugier, quoi, en fait. Donc voilà, je pensais à ça. Oui, je repense encore un petit peu aux attentes, etc., ce qui était les attentes académiques, parce qu'il y en a quand même. Il y en a en fait beaucoup en maths, moi je trouve, en calcul mental en particulier. Je me dis, en fait, mon fils n'a jamais appris à poser une opération. Il a appris un tas de systèmes pour aller jusqu'à la dizaine supérieure, la dizaine précédente, à rajouter, compléter, enlever des trucs. Il arrive à la bonne solution. Franchement, je ne sais pas toujours comment il fait. Mais ils font comme ça. Et ils arrivent à compter en fait même des grands nombres comme ça. Et je trouve ça aussi super intéressant de se dire qu'en fait, on a appris... Enfin, moi, je sais quasiment pas calculer sans faire ça, hein, sans poser une opération. Et puis, eux, il a des techniques complètement différentes finalement. Et d'ailleurs, j'avais déjà entendu dire qu'au Japon, c'était encore complètement différent, je crois, pour les divisions, et peut-être d'autres choses aussi. Comme quoi, des fois, on croit qu'il y a une seule façon. Enfin, moi, j'avais jamais vraiment imaginé qu'il y aurait d'autres façons de poser des opérations ou ce genre de choses. Et puis, en fait, si, quoi. Donc ça, c'est vraiment là que je trouve que habiter dans un autre pays, ou bien même vivre avec quelqu'un qui est d'une autre nationalité, ça élargit vraiment tellement le champ des possibles, quoi. Même pour des choses comme ça. Par contre, j'ai trouvé que la lecture, c'était quand même moins... moi, j'ai trouvé ça moins exigeant, en fait. Je me souviens que pour ma part, après peut-être que c'était moi aussi, mais je me souviens qu'à Noël, je savais déjà vraiment lire de mon année de CP. Je savais lire, je lisais des livres toute seule. Là, on n'était clairement pas là, et j'ai l'impression que l'attente n'était pas là non plus. Écriture, pareil. Ils n'ont jamais appris à écrire petit et soigné, avec vraiment... en faisant attention au sens, etc. Je pense que la maîtresse a dû le dire, mais finalement, mon fils, il y a des lettres qu'il écrit quand même à l'envers. Et il écrit 4 fois plus gros que moi. Enfin, maintenant, ça s'affine, mais là aussi, il y a eu un moment où je me suis dit, mon Dieu, mais vraiment, il faut que je fasse quelque chose. Et j'en ai discuté avec lui, et pendant quelques jours, en fait, il s'est vraiment entraîné à copier. C'est un truc, je pense que la maîtresse ne voulait pas faire parce qu'elle trouvait que ça n'avait pas de sens, et j'entends vraiment. Mais en même temps, en fait, du coup, elle attendait qu'il produise un contenu, donc il crée des phrases, qu'il trouve des choses à dire, qu'il crée des phrases sujet-verbe complément, et en plus qu'il s'applique en écrivant vraiment de manière, juste le graphisme. Moi, j'ai eu l'impression que c'était trop et que ça a été quand même bénéfique pendant quelques jours. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Je crois qu'on a fait ça tous les jours pendant une semaine et les progrès ont été incroyables. Après, je me suis dit, c'est plus finalement tellement la peine de continuer là-dedans. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même bien de mettre l'accent là-dessus et de ne pas faire attention justement à ce qu'il fallait dire ou ce genre de choses. Je pense que ça l'a aidé. Et donc maintenant, l'écriture, c'est quand même mieux, mais ça n'a rien à voir avec la façon dont dont les Français écrivent en France, en CE2. Je pense que... Voilà, donc... c'est comme ça aussi. Après, peut-être que c'est pas non plus nécessaire finalement d'avoir une écriture parfaite. Il y a peut-être d'autres choses qui sont plus importantes aujourd'hui.
En tout cas, voilà, des différences. Je me suis dit, c'est bien de noter ça. Voilà. Il y a aussi un petit truc qui me revient à l'esprit, c'est que la maîtresse est là les enfants ont leur maîtresse pour 3 ans en primaire. Ce qui peut être à la fois génial si la maîtresse est bien, comme pour nous, soit vraiment embêtant si la maîtresse ou le maître, bien sûr, hein, on est d'accord, n'arrive pas à tirer le meilleur parti du potentiel de l'enfant, de connecter avec l'enfant et voilà quoi. Ça là par contre ça peut être vraiment compliqué. Donc là on a vraiment eu de la chance pour l'instant. J'espère qu'on en aura encore la prochaine fois en fait, que ce sera aussi bien. Parce que là maintenant, aujourd'hui, mon fils il aime bien aller à l'école. Je pense qu'il s'y amuse bien. Il apprend plein de choses, mais il garde quand même le goût justement parce que la structure est pas trop rigide à mon avis. Parce que c'est pas du style à justement aimer trop de rigidité. Donc voilà. Et c'est peut-être le moment aussi de préciser que du coup c'est pas non plus le monde des bisounours, que c'est pas la bienveillance, elle est pas non plus là partout. Qu'en fonction de l'enseignant, je pense que ça peut vraiment, vraiment changer. Donc voilà, j'ai déjà entendu que ce que je vous raconte, c'est pas comme ça partout, c'est pas dans toutes les écoles, même pas dans toutes les écoles de Zurich, que la nôtre est quand même assez progressiste et qu'on a de la chance, quoi. Mais je me dis que c'est aussi l'occasion, c'est une raison de plus d'en parler, en fait, pour montrer que c'est possible. Que c'est pas juste quelque chose d'irréaliste, d'utopique, non. C'est déjà une réalité pour plein d'enfants, en fait. Donc voilà, c'est possible. Je dirais même que en fait, autant les Suisses sont, autant ils sont cool avec les petits, autant quand même quand on arrive au lycée, le lycée qui peut arriver assez vite, je crois vers 11 ans, c'est un système là par contre qui est vraiment différent. Je me suis dit que j'allais pas rentrer là-dedans parce que c'est quand même un système que je connais pas encore assez bien et puis après ça ferait quand même vraiment long. Mais là, par contre, il y a des moments où je me dis « Waouh !» Là, il y a vraiment un gap énorme entre cette bienveillance qu'il y a envers les petits et puis, en fait, il y a des choses qui m'ont été racontées sur la manière dont ça se passait dans les lycées, dans la version lycée long à Zurich, où je me dis « Mais en fait, ça me fait penser à mon année d'hypocagne, quoi. » Et les gosses, ils ont 11 ans, quoi. Donc, il y a ça aussi. Donc, je veux pas non plus rester sur une note complètement... sur quelque chose d'inatteignable ou quelque chose d'absolument merveilleux et parfait partout, c'est pas non plus le cas. C'est, je pense aussi, un travail qui est en cours ici. Mais voilà, il y a déjà tellement belles choses qui ont été réalisées. J'avais envie d'en parler et puis peut-être de donner envie d'une manière ou d'une autre à certaines personnes qui m'écouteront de rendre ça possible. Parfois, il ne faut pas grand-chose, parfois il faut beaucoup de moyens, et puis parfois, en fait, il y a des choses qui peuvent être mises en place relativement facilement, en fait. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà pas mal parlé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit par email, sur Instagram, via le site web. Je serais vraiment ravie d'avoir vos retours. Et voilà, merci beaucoup de votre écoute. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, merci de m'aider à le faire connaître en lui mettant 5 étoiles ou en le partageant à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Si vous avez des retours ou des suggestions à me faire, n'hésitez pas à m'écrire par email ou sur Instagram. Merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là et à très vite.